La pause décoloniale, épisode 16. Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, l'émission où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie formulent, reformulent, réfléchissent et partagent leur vision de la décolonisation à travers leurs expériences et leur engagement pour Kanaki. Nous en sommes à notre 16e épisode et aujourd'hui on s'intéresse à Hawaï, au féminisme hawaïen, avec une jeune femme kanak, artiste, militante, qui nous parle de cette île que nous regardons de notre œil de colonisés français comme une contrée lointaine, américaine, mais dont les pratiques et la culture nous rappellent nos liens culturels ancestraux. Marilou Mahé est l'invitée de cette 16e édition. Dans cette interview, nous découvrons un aperçu de l'histoire d'Hawaï, 50e État des États-Unis, archipel de 137 îles situées dans le nord du Pacifique et dont le peuple premier sont les Kanaka Oiwi. Kanaka signifiant homme et d'où est dérivé d'ailleurs le terme Kanak désignant le peuple autochtone de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Les mémoires de master de Marilou portaient sur Hawaï, alors que dans son premier mémoire, elle analysait la construction américaine de l'identité hawaïenne. Son mémoire de fin d'études avait pour objet d'identifier et de révéler ce que les effets spécifiques de la double colonisation produisent sur les artistes hawaïennes, comment la double colonisation est représentée dans la littérature hawaïenne. Sa volonté de mettre en lumière les femmes, la littérature et Hawaï est explicite, notamment dans le titre de son mémoire, La voix des femmes dans la littérature hawaïenne. Une littérature, je cite, riche et alimentée par une idéologie polynésienne unique, une histoire et une culture forte. Je vous laisse en savoir davantage dans cette interview de Marilou Mahé, invitée de notre 16e édition de la pause décoloniale et interrogée par Anaïs Douong-Pédika. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Bonjour Marilou, vous êtes née et avez grandi à Wailu, vous êtes métisse kanak et française, vous avez été étudiante en études anglophones en France et c'est dans ce cadre-là que vous avez écrit 2 thèses de master sur Hawaï et sur le féminisme hawaïen. Vous êtes aussi une artiste qui se décrit comme féministe décoloniale. Nous avons d'ailleurs partagé votre travail sur la page de la pause décoloniale le 9 août dernier lors de la Journée internationale des peuples autochtones. Il s'agissait de l'illustration que vous avez intitulée « Le temps kanak » dédiée aux femmes kanak. Cette œuvre figurera notamment dans le livre Peace Action, Struggles for a Decolonized and Demilitarized Oceania and East Asia, donc Action pacifique, combat pour décoloniser et démilitariser l'Océanie et l'Asie de l'Est, édité par Valérie Morse, qui sortira ce mois-ci en anglais. Félicitations à vous pour ça. Vous pouvez retrouver les travaux artistiques de Marilou sur ses pages Facebook et Instagram sous le nom de Olorine Illustration. Nous nous rencontrons aujourd'hui à Lyon, en France, où vous résidez actuellement, pour parler de vos recherches sur le féminisme hawaïen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Donc, ma première question, c'est que vous avez soumis votre dernier mémoire de recherche pour vos études en master l'année dernière. Et il s'intitulait « Les voix des femmes dans la littérature hawaïenne ». Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a intéressé sur les plans personnels et académiques dans les recherches sur le féminisme hawaïen et la littérature hawaïenne ? Oui, alors mon mémoire porte le titre « Les voix des femmes dans la littérature hawaïenne » qui résume assez bien ma volonté de mettre en lumière les femmes, la littérature et Hawaï. La littérature hawaïenne est riche, elle est alimentée par une mythologie polynésienne unique, une histoire et une culture forte et des voix engagées. Ma curiosité pour Hawaï est en partie due à la performance d'une pièce de théâtre que j'ai eu l'occasion de voir avec ma famille, qui dénonçait la saisie des terres tribales et sacrées du peuple hawaïen au profit des hôtels de luxe. J'ai pris conscience des souffrances endurées par ce peuple, de sa lutte quotidienne contre la discrimination, le racisme et la pauvreté. Mon objectif en entrant en master, c'était de parler du Pacifique, donc de chez moi. Comme j'étais obligée de choisir un pays américain, j'ai décidé de traiter la question d'Hawaï. Je suis la seule de ma promo et certainement de ma fac à avoir effectué des recherches sur la situation politique à Hawaï. Le colonialisme et surtout le décolonialisme est le cœur des problématiques de notre société. Cependant, en tant que jeune femme,
Je ne peux que me poser des questions sur la visibilité des femmes dans ces enjeux. Sont-elles aussi au devant de la scène dans les luttes décoloniales ou au contraire, leurs voix sont-elles passées sous silence? Entre la société kanak et française, quelle différence? Y a-t-il un espace où la femme puisse mieux s'épanouir et être libre? Dans mon mémoire de première année, j'ai analysé la construction américaine de l'identité hawaïenne. Et pour mon mémoire de fin d'études, il tente d'identifier et de révéler ce que les effets spécifiques de la double colonisation produisent sur les artistes hawaïennes et comment la double colonisation est représentée et mentionnée dans la littérature. Outre le fait que ce mémoire représente un exercice phare du diplôme de master, bien sûr, ce fut l'occasion pour moi d'entamer une démarche plus personnelle, plus engagée, où mon travail s'éloigne des normes occidentales et va plutôt puiser dans les outils analytiques décoloniaux, tels que l'expérience personnelle et collective et la remise en question de la vision euronormée, eurocentrée dans l'Académie française. Donc, merci. J'imagine qu'il y a plusieurs de nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas forcément familières et familiers avec le contexte politique de Hawaï. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce contexte politique, notamment sur son histoire, les enjeux qu'on y retrouve en ce moment et les luttes qui s'y jouent? Oui, alors Hawaï aujourd'hui est le 50e État des États-Unis. C'est un archipel de 137 îles situé dans le nord du Pacifique. Le peuple premier d'Hawaï sont les Kanaka Oiwi, donc le terme Kanaka, il signifie homme, et il a d'ailleurs donné le mot Kanak, qui désigne la population autochtone de Nouvelle-Calédonie, de chez nous. L'évocation du mot Hawaï, il crée une perception, une image qui n'est pas tout à fait juste de ce que cette nation représente réellement. Hawaï a été volé, son histoire a été silenciée et réécrite par l'Empire américain lors de son annexion illégale en 1898. Puis, en août 1959, Hawaï devient le 50e État des États-Unis, sans acte de droit international ou sans consultation du peuple premier. La colonisation du peuple premier hawaïen ne correspond pas à la construction exotique et fantasmée de l'image de l'archipel, qui est devenue de nos jours et que on voit ça comme un Disneyland pour adultes, avec plus de 10 millions de touristes par an. L'hégémonie américaine, elle a connu dès les années 60 et 70 une contestation par le peuple hawaïen. C'est ce que certains appellent l'éveil hawaïen, l'éveil culturel d'Hawaï. C'est la réappropriation des revendications politiques et identitaires du peuple premier, colonisé et soumis à l'hégémonie américaine. Ces mouvements, ils demandaient une reconnaissance de l'identité et de la culture hawaïenne et dénonçaient le caractère illégal de l'annexion d'Hawaï par les États-Unis. Du coup, on a plusieurs types de gouvernements qui peuvent s'inclure dans la discussion pour la souveraineté hawaïenne. Premièrement, une Hawaï complètement indépendante sous le contrôle exclusif ou prédominant des Hawaïens. Deuxièmement, une souveraineté limitée sur une assise territoriale déterminée par un conseil représentatif mais sujet aux régulations fédérales états-uniennes. Et troisièmement, une nation dans une nation sur le modèle des nations amérindiennes. Donc la particularité d'Hawaï et ce qui en constitue, je pense, l'intérêt dans mes recherches, c'est que ces revendications sont essentiellement tenues par les femmes autochtones et par le moyen de la littérature. Du coup, vous parlez de littérature et c'est ce dont votre mémoire traite. Quelles œuvres et quels auteurs avez-vous choisi d'analyser dans votre mémoire et pourquoi du coup? Alors j'ai choisi Haunani-Kate Trask, qui est, parce qu'elle est décédée durant mon travail de recherche, la figure activiste, féministe et nationaliste la plus emblématique d'Hawaï, et Sage Uilani Takehiro, qui est une jeune poète hawaïenne. La professeure Trask, elle descend d'une longue lignée d'orateurs autochtones. Son grand-père était sénateur territorial d'Hawaï et son père avocat et défenseur des Hawaïens. Il figurait parmi les personnalités politiques connues pour leurs discours et leurs contributions politiques en vue d'assurer les droits fonciers des autochtones à Hawaï. Alors Haunani-Kate Trask et sa sœur, elles sont aussi toutes les deux, elles étaient du coup, impliquées dans la question de l'indépendance à Hawaï. Haunani-Kate Trask a publié 4 de ses livres qui ont été acclamés par la critique. Donc From a Native Daughter, Colonialism and Sovereignty in Hawaii, donc celui que j'ai choisi pour mon mémoire. Ensuite, vous avez Heroes and Power, The Promise of Feminist Theory,
ainsi que 2 livres de poésie, A Light in the Crevice Never Seen et Night is a Sharkskin Drum. Et celui-là aussi, le dernier, c'est celui que j'ai utilisé dans mon mémoire. Donc elle a aussi été la coproductrice et scénariste du film primé Act of War, The Overthrow of the Hawaiian Nation en 1993. Pour moi, c'est vraiment l'entité féminine la plus forte d'Hawaï. Impossible de ne pas parler de cette légende, vraiment. Et pour ça, Sage Takehiro, qui est moins connu, mais ses poèmes étaient intéressants parce qu'ils étaient très tranchés et crus. Et c'était intéressant de les travailler dans mon mémoire car j'ai effectué une analyse stylistique et discursive qui cherchait à relever comment les choix esthétiques étaient porteurs de buts politiques. Super. Et en plus, pour la petite histoire, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, quand j'ai lu le livre de Teresia Teiwa, qui a, je crois, appris de Aonani Ketrask, donc ça a été sa prof, et Aonani Ketrask enseignait les textes de Susan O'Neill. Incroyable. À l'université de Hawaï. Ouais. Oh, franchement, wow. Donc, pour faire le lien. Et tout à l'heure, vous avez parlé du concept de double colonisation des femmes hawaïennes. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous faites référence? Oui, alors la double colonisation, il s'agit d'analyser les voix de ces femmes dans la littérature sous le prisme de la double colonisation. Et donc, c'est une colonisation coloniale avec l'Empire, mais aussi une colonisation patriarcale, et voire même capitaliste. Donc, on peut même parler de triple colonisation à ce moment-là. Vous avez décidé d'utiliser la littérature. Pourquoi est-ce que la littérature représente un enjeu politique, selon vous, et dans vos recherches aussi? Alors, la littérature, elle casse l'image vraiment exotique d'Hawaï et des femmes hawaïennes qui sont objectifiées par le colonialisme et le patriarcat. Les femmes, elles poussent un cri qui vient du cœur, tel que Sage Takehiro dans ses poèmes, où l'amour de leur peuple et de leur terre est renforcé par un lien ancestral, indestructible et familial. Ces femmes poussent un cri de revendication, comme Aonani Ketrask, pour dénoncer le colonialisme et affirmer leur culture. Et leurs mots soignent leurs mots, en fait. L'écriture féminine hawaïenne, elle est fidèle aux traditions ancestrales féminines, mais elle sait s'adapter au monde contemporain. L'évolution de la pensée et de la littérature hawaïenne a permis une remise en question du pouvoir hégémonique dans l'existence des Kanaka Oiwi et des femmes. Cette remise en question, elle prend plusieurs étapes évolutives. En premier lieu, il faut se déconstruire et donc se conscientiser sur sa marginalité, sur son oppression, puis vient la décolonialisation de l'esprit et de l'affirmation de sa pensée océanienne. En second lieu, il faut se reconnecter à sa source, se renouer avec sa langue et se réapproprier les traditions ancestrales des îles, et enfin s'affirmer en tant que femme hawaïenne en revendiquant son unicité, sa puissance féminine dans le mouvement du mana wahine. Donc dans ce processus de revendication identitaire, c'est la pensée décoloniale qui est l'armature de la libération du peuple, et le féminisme de politique décoloniale entre dans cette pensée décoloniale. Le féminisme, il est modulable, il peut éveiller les consciences d'un peuple sur l'inégalité des sexes, tout comme il peut nier les luttes et les expériences personnelles de certaines femmes. Comme le féminisme décolonial, il lutte donc contre cette branche du féminisme qui est appelée white feminism. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le white feminism, ou je crois que dans votre mémoire, vous parlez aussi de féminisme universel? Oui. Alors, le féminisme universaliste, aussi appelé white feminism, c'est un féminisme qui est euronormé et eurocentré. Et c'est un féminisme qui va, on va dire, nier certaines conditions aux femmes qui ne sont pas blanches, européennes. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cela, au-delà de l'hégémonie occidentale, et essayer de trahir en fait ce féminisme-là par un autre type de féminisme qui peut être le féminisme décolonial ou océanien ou le féminisme hawaïen comme Aonani le dit. D'accord. Et vous avez aussi parlé de mana wahine. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est mana wahine? Alors le mana wahine, on retrouve le mot mana qui veut dire le pouvoir, la force, donc qui est très connu dans le Pacifique. Ouais. Et le wahine qui veut dire femme, donc un peu comme à Tahiti c'est wahine il me semble. Et donc c'est de la force des femmes, et c'est une force qui n'est pas forcément
qui ne découle pas forcément de la génétique. Donc ce n'est pas parce que votre mère a le mana wahine que vous l'aurez. C'est vraiment une inspiration, une force qui va se travailler au fil des ans. Et c'est votre engagement envers votre île, votre terre, tout d'abord, et ensuite envers votre communauté. Et à ce moment-là, vous serez reconnu comme ayant le mana wahine. Voilà. D'accord. Vous parlez aussi de féminisme, de politique décoloniale. Vous en avez parlé un petit peu avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous faites référence quand vous parlez de ça? Oui, alors comprenons ici que le féminisme n'est pas homogène. Il est divisé en plusieurs branches. Et l'une de ces branches, la plus forte et controversée, c'est le white feminism, donc celui que j'ai parlé en amont. Ce white feminism ou féminisme blanc, c'est une déclinaison de la lutte féministe qui se focalise de façon consciente ou non sur les revendications des femmes blanches. Rappelons que le terme de blanchité n'est pas une question génétique, mais un rapport de pouvoir. Donc c'est le féminisme le plus représenté et étendu dans les médias de masse et sur les réseaux. Il est porté par des femmes qui ne remettent pas en question le privilège racial dont elles jouissent et analysent la société et leurs oppressions uniquement via le prisme du genre, sans se concentrer sur les revendications qui touchent d'autres femmes. Le féminisme décolonial, lui, il est pluriversel. Il fait vivre les réflexions et les praxis de tous les féminismes, donc les alliances transnationales, les résistances, les complicités qui font partie des piliers du féminisme décolonial. Alors, il propose la transgression, et transgresser, c'est trahir. Trahir la race, la classe, le féminisme lui-même. La pensée décoloniale, elle va lutter contre le capitalisme, qui tire bénéfice du colonialisme et du patriarcat. Par exemple, la militante Haonan Ketrask, elle identifiait son féminisme comme un féminisme hawaïen. La pensée décoloniale liée au féminisme semble être un des meilleurs remèdes aux maux causés par le colonialisme. Pour la penseuse féministe décoloniale Françoise Vergès, par exemple, seul ce féminisme lutte pour la justice sociale, c'est donc un féminisme antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste. Très bien. Et du coup, est-ce que, selon vous, on retrouve en Kanaki Nouvelle-Calédonie un féminisme, ou des féminismes d'ailleurs, de politique décoloniale? Alors moi je dirais que oui, avec notamment les femmes kanak et les femmes océaniennes, majoritairement, qui on va dire ne se sentent pas représentées dans le féminisme universel blanc et qui vont tendre vers un féminisme plus local, plus typique de chez nous et donc plus représentatif et en lien avec nos cultures, notre histoire calédonienne. Je pense à Madame Dewe Gorodé qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, une grande dame qui a une écriture portée sur le féminisme et la femme autochtone, une écriture qui veut aussi briser le voile de la colonialité. Mais aussi à Madame Suzanne Ouney, tête pensante du GFKEL, aussi avec Madame Dewe Gorodé, qui était l'une des composantes du FNKS à sa création. Et donc en fait, le groupe, il se battait pour la condition des femmes au sein des tribus et des instances politiques calédoniennes. Et la seule grande différence, je dirais, c'est que la société hawaïenne, elle n'est pas basée à l'origine comme étant une société patriarcale, à la différence de la société kanak. Donc on comptait des femmes chefs, des femmes guérisseuses, des femmes guerrières, et aussi parmi les dieux les plus puissants de la mythologie hawaïenne, ce sont les femmes, comme par exemple la déesse Pélé, qui est la déesse des volcans. C'est la femme qui dévore la terre, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et c'est la déité la plus importante pour les Hawaïens. Voilà, donc je dirais que la différence avec les femmes hawaïennes, c'est qu'elles ont peut-être plus de facilité à se battre pour leurs droits, pour leurs conditions dans le gouvernement américain. D'accord, de par le fait que traditionnellement, ce n'est pas une société patriarcale. C'est ça, voilà. D'accord. Donc dans une semaine, il y aura le Salon international du livre océanien, le SILO. Ils ont partagé leur programme il n'y a pas longtemps. Il se déroulera à Nouméa du 30 septembre au 2 octobre au Crépac. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez vu ce programme et ce que vous pensiez des événements organisés, de l'approche et des invités. Oui, alors je trouve que c'est encourageant de voir, excusez-moi, il y a de plus en plus d'événements autour de l'art, de la littérature au pays. On voit un effort de la part du SILO de se focaliser sur l'Océanie, mais allez, je vais dire que pour moi, il y a un manque de diversité parmi les invités internationaux et ce qu'ils appellent locaux.
Donc j'ai vu quelques artistes de chez nous, vraiment de chez nous, hein, mais le reste pour moi c'est très blanc. J'ai un petit peu peur de whitewashing, mais voilà, c'est un petit peu les réserves que j'ai. Après, bien sûr, j'encourage tout ce qui est projet artistique et projet pour la littérature. Qu'est-ce que vous voulez dire par whitewashing? Alors, le whitewashing, c'est vraiment le fait de s'approprier, on va dire, par exemple, une histoire ou un lieu, un territoire, et de, on va dire, comment dire ça, avoir une vision euronormée, eurocentrée, et peut-être ne pas être fidèle et ne pas peut-être respecter, on va dire, la culture ou le terrain qui était déjà en place. Voilà. Oui. Les gens de l'endroit. Voilà, c'est ça. Du coup, vous voudrez peut-être avoir une réflexion aussi sur le terme océanien et qu'est-ce que ça veut dire Salon international du livre océanien et comment on définit un livre océanien? Alors c'est une bonne question parce que pour moi, et ça n'engage que moi, pour moi un livre océanien, c'est un livre qui est écrit déjà par des océaniens, ou alors c'est un livre qui va vraiment essayer de tenter de comprendre l'approche océanienne. Pour moi c'est vraiment très important ce fait de comprendre l'approche océanienne, ou même d'être océanien, parce qu'il y a tellement d'invisibilisation des auteurs, autrices kanak, mélanésiens, océaniens du Pacifique. Donc je pense que c'est important d'insister sur le fait que les artistes doivent être aussi océaniens quand on se dit Salon international du livre océanien. Enfin, c'est mon avis. Et ça peut paraître une question très facile, mais du coup j'imagine que vu qu'on est en train d'avoir cette conversation-là, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire océanien du coup? Alors, océanien, déjà, je pense que c'est avoir des origines océaniennes, donc être né en Océanie. Après, je n'exclus pas les personnes qui ne sont pas nées en Océanie, mais qui ont grandi en Océanie et qui ont vraiment, je dirais, l'état d'esprit et puis l'âme océanienne. Voilà, pour moi, c'est vraiment partager des valeurs océaniennes. Donc, le partage, la famille, l'amour de la terre, nos valeurs communes en fait, qui sont finalement je dirais universelles dans le sens pacifique, parce que par exemple quand je travaillais sur Hawaï, pour moi c'était beaucoup plus simple de lire, comprendre les textes parce que j'étais océanienne, parce que ça me parlait, parce que on a été inculqué avec les mêmes valeurs, que quelqu'un qui n'est pas océanien et qui aura plus de difficultés à comprendre les histoires, même les théories hawaïennes par exemple. Donc moi c'est vraiment ce que j'appelle être océanien, c'est vraiment faire partie de la famille de l'Océanie. Et pour finir cet entretien, est-ce que vous avez un livre ou une lecture que vous conseillez à nos auditrices ou nos auditeurs? Alors moi je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez le livre de Aonani Ketrask, From a Native Daughter, qui est vraiment enrichissant et important pour nous en tant que Calédoniens, si on veut continuer à construire et continuer à apprendre sur les autres, et pourquoi pas à refaire pareil chez nous, à améliorer sur notre question identitaire, sur nos luttes de la condition féminine, et puis voir que pas si loin de chez nous, il y a des choses qui ont été faites, alors pourquoi pas nous. Merci beaucoup Marie-Lou de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. C'était une interview de Marie-Lou Mahé, interrogée par Anaïs Douang-Pétika pour la pause décoloniale. Merci à toutes les deux pour cette interview riche en informations. Marie-Lou nous a parlé de Hawaï, cet Hawaï loin de l'image moderne et fantasmée du Disneyland pour adultes. Hawaï, c'est une histoire marquée par une annexion illégale en 1898, puis en 1959, en devenant le 50e État des États-Unis sans acte de droit international ni de consultation du peuple premier. Dans le cadre de son mémoire de fin d'études, elle s'est intéressée à la visibilité des femmes dans les enjeux liés au colonialisme et au décolonialisme. Elle saisit d'ailleurs l'opportunité et l'occasion d'engager une démarche plus personnelle afin de s'éloigner des normes occidentales
en puisant dans les outils analytiques des coloniaux pour remettre notamment en question la vision euronormée dans l'Académie française. C'est dans les années 70 que les mouvements contestataires se font entendre à Hawaï. On parle alors de l'éveil hawaïen, cette réappropriation des revendications politiques et identitaires du peuple premier colonisé et soumis à l'hégémonie américaine. Et en dénonçant le caractère illégal de l'annexion d'Hawaï par les États-Unis, 3 schémas d'avenir statutaires se dessinent et sont principalement revendiqués par les femmes autochtones, notamment à travers la littérature. Marilou a exploité les œuvres de 2 auteurs hawaïennes, Auna Nikei Trask, figure activiste, féministe, nationaliste la plus emblématique d'Hawaï, et Sage Wilani Takehiro, poète hawaïenne peu connue mais dont les écrits sont percutants. Pour Marilou, la littérature casse l'image exotique d'Hawaï et des femmes hawaïennes qui sont objectifiées par le colonialisme et le patriarcat. L'évolution de la pensée et de la littérature hawaïenne a permis une remise en question du pouvoir hégémonique dans l'existence des Kanaka Oiwi et des femmes. Cette remise en question se fait en plusieurs étapes évolutives. Tout d'abord, se déconstruire, se conscientiser sur sa marginalité, sur son oppression, se reconnecter avec sa source, se renouer, se réapproprier des traditions ancestrales et s'affirmer en tant que femme hawaïenne, revendiquer son unicité, sa puissance féminine dans le mouvement du Mana Wahine. Dans ce processus de revendication identitaire, c'est la pensée décoloniale qui est l'armature de la libération du peuple et le féminisme de politique décoloniale entre dans cette pensée décoloniale. Alors, quelques termes à retenir de cette interview. La double colonisation des femmes hawaïennes, pour expliquer la colonisation par l'Empire et par le patriarcat. On peut aussi parler de triple colonisation si l'on ajoute le capitalisme. Alors, le white feminism ou le féminisme universaliste, c'est un féminisme euronormé, eurocentré, un féminisme qui va nier certaines conditions des femmes non européennes, non blanches. Aller au-delà de l'hégémonie occidentale et trahir ce féminisme par un autre type de féminisme est essentiel. Le Mana Wahine, la force de la femme qui n'est pas une histoire de génétique. C'est une inspiration qui se travaille au fil des années, un engagement avant tout envers la terre et ensuite envers la communauté. Voilà pour le récapitulatif de cette interview très intéressante de Marilou Mae, interrogée par Anaïs Douang-Pedika. Et puisqu'il était question de littérature hawaïenne, nous vous invitons à vous rendre au Salon international du livre océanien 2022, le SILO, qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre à Nouméa et les 5 et 6 octobre à Lifou. Alors au SILO, vous aurez l'occasion de rencontrer l'auteure hawaïenne Christiana Kahakauila qui parlera de son livre 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie, récemment traduit en français. Elle sera en visioconférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Amphi 80, le samedi 1er octobre de 17h à 18h. Selon le SILO, les nouvelles de l'auteur, je cite, rappellent l'importance du sentiment d'appartenance à un peuple, à une culture polynésienne et à une île du Pacifique, un océan de tension dans un Hawaï paradisiaque et paradoxal. Juste après son interview dès 18h, le SILO va vous proposer une soirée lecture en hommage à Dewe Gorodé. Rappelons que le SILO a été créé en 2003 suite à une commande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sous l'impulsion de Madame Dewe Gorodé, alors en charge de la culture. C'est la fin de cette 16e édition consacrée à Hawaï, particulièrement à la voix des femmes dans la littérature hawaïenne, pour reprendre le titre du mémoire de fin d'études de Marilou. Merci à Radio Jido pour la diffusion de cette édition. Merci à l'équipe de la Pause décoloniale pour la préparation de cet épisode. On se retrouve le 6 octobre, même heure, même fréquence, pour une nouvelle Pause décoloniale. À bientôt!